Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau pack expert. Voilà, on se retrouve tous les jours. Hein, c'est un rendez-vous qu'on a mis en place avec Fabrice Pelletier. Et là, on est là pour parler donc du R de recyclage et recycler, de l'obligation réglementaire à la normalité. Alors, on va parler de l'emballage non recyclable hors la loi, des nouvelles filières de recyclage, de la réintégration de matières recyclées et réglementées. Mais on verra aussi quelles sont également les marges de projet. Donc, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter. Et puis, comme on a coutume, Fabrice va commencer. Il paraît que c'est moi en premier. Mais oui. C'est Fabrice, donc, notre moi, expert. Je suis Fabrice Pelletier. Je profite de ce salon. Effectivement, nous avons eu 3 rendez-vous pack experts. 3 rendez-vous pack experts. Pourquoi 3 d'ailleurs? Parce que 3 R. Donc expert voilà. Nous avons fait effectivement la réduction. Nous avons eu le réemploi hier et aujourd'hui le recyclage. Et je profite de cette tribune pour vous rappeler que le salon a été l'occasion de sortir le manifeste du réemploi. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien, il est là. Et c'est pas le manifeste du recyclage, sachant que dans ma timeline, je dirais tout à l'heure, je l'ai, il est prévu, hein, le réemploi était prévu pour cette année, pour 2025. Mais vous voyez, il y a 1, 2, 3, ça veut dire que comme Harry Potter ou je sais pas, la guerre des étoiles, il va y en avoir d'autres des périodes. Voilà. Merci Fabrice pour cette présentation. Philippe Morel, Marketing and Sales Director Europe de Sliver International. Alors, je vais vous demander de vous présenter, mais aussi de notamment nous en dire plus sur Sliver International. Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être là aujourd'hui. Je suis directeur marketing et commercial de Sliver. Quelques mots sur Sliver. Sliver, nous avons fêté le 50e anniversaire l'an dernier. Sliver est une ETI française qui a la particularité qui a un profil assez unique dans la mesure où on est complètement intégré verticalement et nous sommes monoproduits. Par contre, nous sommes multimarchés dans la mesure où nous sommes présents sur 4 continents et à travers nos clients, nous sommes présents sur plus de 150 marchés. On est reconnu comme le pilote innovant de la technologie du sleeve et comme nous sommes monoproduits, l'innovation est dans notre ADN et notamment l'innovation dans le thème de l'économie circulaire et ça fait plus de 20 ans aujourd'hui qu'on s'investit dans ce domaine-là. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de participer à cette table ronde, d'autant plus qu'on a eu il y a 2 jours un Oscar de l'emballage pour un produit dont on parlera sans doute un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Agnès Jacot, je le disais, n'a pas pu être présente, mais merci en tout cas de la remplacer, Arnaud. Je vous laisse nous en dire plus sur vos missions et puis bien sûr celle des sources d'Alma. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc Arnaud Mitlet, je suis responsable des affaires publiques pour la société Source Alma. Donc essentiellement, mon travail consiste à échanger avec les gouvernements et nos élus. Et en ce moment, on a beaucoup de sujets avec le projet de loi de finances et différentes propositions de loi sur les emballages qui viennent en plus de la loi AGEC. Donc c'est autant d'engagements aussi qui vont nous pousser dans notre stratégie 3R. Pour vous présenter un petit peu l'entreprise, donc on est également une ETI française, société familiale depuis maintenant 4 générations. On va fêter nos 70 ans, on fête nos 70 ans d'existence cette année. Vous voyez notre représentation territoriale en France, donc c'est 35 usines, c'est un total de 50 usines au niveau européen. La marque la plus connue, j'imagine que vous la connaissez aussi, c'est Cristalline, mais on a un portefeuille plus général d'une 30aine de marques sur les eaux minérales, les eaux de source et autres boissons type soft et jus. Mais on a également une spécificité de connaissance de l'emballage qu'on a développée depuis 30 ans. AGEC est venu un petit peu consacrer ça et continuer de nous engager dans notre éco-conception. Donc là, vous voyez 2 exemples assez parlants et importants pour nous. C'est l'allègement par l'éco-conception de la bouteille.
où aujourd'hui la marque cristalline, c'est l'emballage le plus léger du marché. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 19 grammes la bouteille d'1,5 litre et 8 grammes la bouteille de 50 centilitres. Ce qui fait qu'on a des ratios de grammes de plastique, en l'occurrence le PET, ultra optimisés par litre embouteillé. Mais on est également intégré au-delà de seulement l'emballage, on est intégré sur la partie recyclage, sur la partie collecte, et ce depuis 2014, on est avec le développement de machines de collecte qui fonctionnent par un système de gratification, mais aujourd'hui on parle aussi d'un potentiel développement de la consigne pour recyclage ou d'incitation avec la tarification incitative pour améliorer la collecte, pour répondre à nos objectifs européens. Et un autre travail d'éco-conception qu'on a fait était la réduction et la suppression des colorants pour garantir la circularité de nos bouteilles en nouvelles bouteilles. Voilà. Merci pour cette présentation très précise. En effet, on ne connaissait pas forcément les 30 marques de votre groupe. Olivier, bonjour Olivier. On s'est vu hier, on vous retrouve aujourd'hui, mais pour nous parler de recyclage. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez Coca-Cola ? Bonjour Claire, ravi de vous retrouver tous. Alors Coca-Cola vous connaissez, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. Juste pour vous dire que nous on a 5 sites de production en France et on a une joint venture avec Plastipack à Beaune en Bourgogne pour produire du RPET, donc du PET recyclé. Notre engagement côté Coca-Cola sur la partie RSE, c'est de décarboner l'ensemble de nos activités sur les 3 scopes d'ici 2040, atteindre le net zéro avec une trajectoire à moins 30% en 2030, donc vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit la production, l'amont agricole, les transports et les emballages. On est là pour parler d'emballage. Chez Coca-Cola en France, les emballages représentent 46% de nos émissions. Donc tout ce qu'on pourra faire pour réduire, recycler, réemployer viendront servir cet enjeu de décarbonation. On est là pour parler de recyclage. Alors avant de parler de recyclage, je vais vous parler des deux autres R très rapidement. Le plus important, un des plus importants, c'est la réduction, l'éco-conception. Donc comme Arnaud le précisait, nous également, on allège au maximum la structure de nos bouteilles. Alors on a aussi du gaz dedans. Et depuis entre 2010 et 2023, on a allégé de 23% le tonnage total mis en marché. Donc c'est énorme. On a également attaché nos bouchons, c'est une obligation réglementaire, donc rien d'exceptionnel. Ce qui est néanmoins à repositionner, c'est qu'on en a profité pour alléger la structure du col et du bouchon, et donc ça nous permet des économies très importantes parce qu'on économise 1600 tonnes de plastique tous les ans juste pour la France au travers de cette éco-conception. On voit ici sur la photo des canettes sans les films en plastique. Donc ça, c'est aussi une innovation dans laquelle on a investi il y a à peu près 2 ans. Donc la substitution de films pourtant recyclables, mais très mal collectés et donc pas recyclés, par une attache sommitale en carton. Et ça, c'est 700 tonnes de plastique en moins. Et enfin, sur la partie réduction, 10% de nos volumes, c'est important, sont en fontaine, comme vous pouvez retrouver dans des fast-foods. Et donc, on est sur du sans emballage pour les consommateurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait sur la partie réduction. Si on peut passer sur celle d'après, sur le réemploi très rapidement. Alors Fabrice m'a dit de pas trop en parler, mais il a commencé par en parler. Alors je prends la suite. Nous, chez Coca-Cola, on est acteur historique du réemploi en CHR, en café, hôtel, restaurant. Et on a passé 100% de nos marques en bouteilles en verre consigné, celles que vous avez sur la photo. Ça a été un gros challenge supply chain et un gros challenge commercial. On est distribué dans plus de 100 000 points de vente. Et c'est des bouteilles qui sont utilisées jusqu'à 25 fois, et donc ça permet de décarboner jusqu'à 77%. Et le dernier élément sur lequel on travaille, c'est le retour des bouteilles en verre consigné en grande distribution. On est attendu là-dessus, le consommateur nous attend et il n'est pas le seul à nous attendre. Donc en ce moment, on fait des tests en grande distribution. On est présent dans plus de 360 points de vente et on a quelques challenges. Le premier, c'est générer l'adhésion du consommateur. Ça, c'est très très important et on va parler de consigne après pour réemploi. Mais c'est la même chose. Ici, l'idée, c'est qu'on vient réapprendre aux consommateurs de réancrer ce geste de consigne qui nous servira demain quand on aura une consigne mixte. Mais ça, on en parlera demain matin, on en parlera après. Avec le lancement du manifeste du réemploi avec Sophie.
Mais bon, j'ai fait un peu de pub, c'est normal. Un peu de Mais teasing. tu as raison. Mais demain matin, venez, effectivement, on parlera de réemploi et tu sais que tu es largement illustré dans ce bouquin. Oui. Et juste pour terminer là-dessus, donc pour vous montrer qu'on y croit, chez Coca-Cola, on investit, c'est public, 146 millions d'euros dans notre usine de Grigny pour, encore une fois, continuer à la décarboner, continuer à décarboner notre empreinte, entrer dans l'économie circulaire. Et parmi ces 146 millions, on a 32 millions qui correspondent à une nouvelle ligne de verre consigné, ultra moderne, oui, mais ultra rapide et qui permettent de faire du multiformat. Donc on va avoir les bouteilles que vous avez ici en CHR, mais aussi des plus grandes pour la grande distribution, capacité qui monte à 60 000 call-heures, donc vraiment une belle machine et donc un bel investissement juste à côté du bassin de consommation en Ile-de-France. Donc très intéressant. Merci pour cette présentation. Fabrice, c'est maintenant le moment où tu dois prendre ton costume d'expert et bien sûr nous parler des différentes formes de recyclage. Alors là, je n'ai pas besoin d'être vraiment expert dans la mesure où nous l'avons vu aussi hier avec la députée Véronique Rioton qui a fait l'évaluation de la loi AGEC et nous avons tous convenu que le recycler et réintégrer de la matière recyclée n'était presque plus un sujet dans la mesure où c'était devenu une obligation et qu'à partir de toute façon de 2030 en Europe, les emballages non recyclables, c'est-à-dire qui ne disposent pas de filière de recyclage effective et efficiente, sortiront du marché. Ce qui n'est pas le cas pour vos bouteilles, qui peut être le cas pour d'autres types d'emballages, notamment des emballages plus souples. Donc aujourd'hui, avoir 100%, et je ne parle pas d'emballage 100% recyclable, je dis bien avoir 100% d'emballage recyclable et recyclé sur le marché, c'est une obligation. Recyclable et recyclé, j'entends bien, puisqu'il y a une grosse différence aussi entre ce qui est recyclable théoriquement et ce qui est réellement recyclé dans nos centres de tri. Et pourquoi on recycle? Et on va le voir avec nos interventions, on recycle pour préserver les ressources et donc pour réintégrer de la matière recyclée. Et là aussi, sur certains marchés, il y a des objectifs, voire des obligations de réintégration d'une quantité substantielle de matière recyclée. Je profite pour mettre ces deux rubans de Moebius. Alors le ruban de Moebius, c'est un signe universel qui existe depuis 1975. Et je dis bien quand il est comme ça, tout seul, comme vous le voyez, alors je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, en fonction de ce qu'on voit, en tout cas celui qui est vert, il dit que c'est recyclable, et celui qui est en noir et blanc avec 65% écrit dessus, dit que la matière est recyclée. Et que donc qu'elle contient, et ça ce sont vraiment les symboles universels du recyclage, les autres étant souvent des symboles, je dirais propriétaires de marque, mais ça c'est vraiment, voilà. Quand vous avez un pourcentage au milieu, c'est pas que c'est recyclable, c'est que l'emballage a réintégré de la matière recyclée. Est-il pour autant recyclable? Pas forcément. Voilà, ça, parce que je dis toujours, n'oubliez jamais que ce qui est recyclable, c'est un emballage, mais c'est pas la matière. Et que dans l'emballage, il y a des parties qui peuvent être non recyclables. Voilà ce que je voulais dire, mais je vais laisser la parole à nos experts avec 3R pour on va nous parler expliquer maintenant en matière de recyclage. La pratique, surtout j'aimerais que chacun puisse me donner sa vision, mais aussi me parle de son organisation vis-à-vis du recyclage. Arnaud, je vous laisse commencer par nous expliquer la philosophie, mais aussi la vision des sources d'Alma en faveur du recyclage notamment. Oui, merci. Alors nous, on est un petit peu moins axé sur le troisième R qui est le réemploi comme chez Coca-Cola, parce que pour nous, vraiment, la fonction pivot, ça va être celle du recyclage. C'est ce dans quoi on a investi dès 2009 avec notre premier centre de recyclage, et ce qui fait aussi qu'on est assez unique sur le marché, parce qu'on est le seul embouteilleur d'eau en France à avoir à la fois les connaissances sur l'emballage et sur l'embouteillage et sur le recyclage pour le retour des bouteilles en contact alimentaire. Donc ça, on le fait depuis 2009.
On a aujourd'hui 3 sites et les 2 nouveaux sites qu'on a inaugurés ont notamment été initiés à partir de la loi AGEC, qui est venue en grande partie consacrer les éléments qui venaient de la directive européenne, mais aussi qui allaient un peu plus loin, sur la collecte, sur le recyclage et la réincorporation des matières. Donc nous, on a investi environ 80 millions d'euros depuis 2021 sur nos 2 centres de recyclage. On va réinvestir plusieurs dizaines de millions d'euros encore sur le premier site pour le remettre aux normes et avec les meilleures machines présentes sur le marché pour avoir la meilleure qualité alimentaire. Donc 2009, 2021, on a Roxped Centre qui est à Saint-Thior, si on peut juste aller sur la suivante. Roxped Centre qui est à Saint-Thior dans l'Allier, où là on a une spécificité, c'est un site qui est unique en Europe puisqu'on passe sur le même site de la paillette. Donc la paillette, c'est ce qui va venir des recycleurs qui auront récupéré les bouteilles collectées, broyées. Nous, on va en faire des granulés de RPET, donc c'est le PET de contact alimentaire. Et sur le même site, sans aucun transport, on va faire les préformes et l'embouteillage de 2 de nos marques d'eau minérale. Et en même temps, les préformes qu'on va produire sur ce site-là vont servir à alimenter nos sites de production sur la moitié sud de la France. Quand notre premier centre de recyclage est dans le nord, à l'Équin, donc il va faire la moitié nord. Donc l'idée là aussi, c'est de décarboner par la réincorporation de matières recyclées et d'avoir une logistique qui soit la plus optimisée et intelligente possible pour réduire les kilomètres parcourus et aussi associer la décarbonation sur ce scope-là. 2023, on a inauguré notre 3e centre de recyclage. Là, on n'est pas en France, on est à la frontière, mais côté belge, où la Belgique a des très bons taux de collecte, aujourd'hui sans consigne, mais avec des incitations au tri et avec le sac bleu notamment. Donc là, c'est une autre partie de compétences qu'on a puisqu'on va traiter de la balle de bouteille, donc sortie des centres de tri directement pour faire des granulés de RPET. Et on a des sites qui sont côté français, mais au niveau de la frontière, donc on a moins de 150 km parcourus pour faire l'embouteillage et la remise des bouteilles sur le marché belge. Donc là, on voit qu'on a vraiment cette circularité de la bouteille qui a été créée au niveau belge. Et en France, on le fait à notre échelle, au niveau de Source Alma, avec nos 2 sites de production. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir, si vous voulez, les capacités pour la marque Cristalline, donc, qui est la marque leader en France, qui fait beaucoup de volume, qui est achetée par plus d'un foyer sur 2. Donc aujourd'hui, avec nos centres de recyclage, on est capable de recycler l'équivalent des tonnages qu'on met en marché sous cette marque. Ça, c'est vraiment un point important pour nous, puisqu'aujourd'hui, la bouteille PET optimisée, allégée, avec son bouchon solidaire, donc sur Cristalline depuis 2016. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est plus une nouveauté parce que c'est obligatoire au niveau européen, mais à l'époque, pour nous, en 2016, ça faisait partie de nos stratégies liées au recyclage, à la collecte de chaque partie des emballages, comme le précisait Fabrice, donc de chacune des parties pour pouvoir les recycler. Et donc aujourd'hui, on a un emballage qui est le plus performant au niveau du bilan carbone et de nos ACV. C'est aussi ce qu'on a pu constater avec les analyses au niveau de la filière eau minérale et eau de source. Donc pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans l'éco-conception, dans la collecte, évidemment, et la réincorporation de matières recyclées. Ce qu'on présente aujourd'hui avec Cristalline qui nous permet de considérer, en tout cas à l'heure actuelle, que c'est plus réellement un emballage à usage unique puisqu'on est capable d'avoir une matière circulaire qui revient de bouteille en bouteille et on ne connaît pas aujourd'hui de limite de cycle. Donc pour nous, c'est pousser ce modèle-là le plus loin possible. Merci. Olivier, du côté de chez Coca-Cola. Alors, nous, effectivement, les 3 R sont totalement complémentaires. Hein, donc, tout ce qu'on fait, voilà. Et sur la partie recyclage, on a une ambition. Elle est assez simple, et c'est ce que tu as dit, Arnaud. Hein, c'est qu'un emballage redevienne un emballage. Donc, une bouteille en PET redevienne une bouteille en PET, une canette, et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, un petit peu de manière similaire à vous, hein, côté Alma, on a fait partie des pionniers il y a une dizaine d'années quand on a mis du capital dans une joint venture à Beaune avec Plastipack pour bénéficier de RPET de grade alimentaire. On a aujourd'hui un objectif clair, c'est de monter à 100% de RPET dans l'ensemble de notre portefeuille à l'horizon 2030. L'ADEME nous dit que ça permet de décarboner jusqu'à 70%. Donc c'est énorme dans notre chemin de décarbonation. Aujourd'hui, on est à 48% en moyenne. On a un certain nombre de formats, comme celui que vous avez ici, les petites bouteilles 50 centilitres qui sont d'ores et déjà à 100%. On en a quelques-unes des grosses, notamment la marque Fuse et Tropico, qui sont déjà à 100%, mais le reste est un petit peu en deçà. Et pour tendre... En deçà,
pour des raisons mécaniques, parce que Fuse et Tropico, c'est du non carbonaté, c'est parce que c'est compliqué de faire non, ou ça a à voir avec le contenu, ou c'est simplement une disposition de matière? Accès à la matière. Accès à la matière. Aujourd'hui, on manque clairement d'accès à la matière pour faire du 100% RPET sur l'ensemble du portefeuille. Donc on a choisi effectivement nos formats. Tropico Fuse, pour répondre à ta question, c'est la même préforme. Donc s'il y en a une qui est à 100%, bah, pour une marque, c'est la même pour l'autre marque. Mais effectivement, notre ambition, c'est que sur l'ensemble du portefeuille, on soit à 100% d'ici 2030. Donc on a un enjeu de collecte, on en parlera juste après, parce que ça va faire écho à la consigne pour recyclage et ainsi de suite. Donc c'est un autre sujet. Et l'autre point qui est important, en termes de, comment on pourrait l'appeler, la bouteille du futur chez Coca-Cola à l'horizon 2030 sera une combinaison de ce que j'aurais tendance à appeler un 70-30. 70% de RPET issus du recyclage mécanique, typiquement comme c'est fait chez Plastipack ou chez vous, et 30% issus du recyclage par dépolymérisation. Et donc Coca-Cola, on est partenaire de Ionica et de Cure, qu'on accompagne et qui nous accompagnent pour trouver les meilleures solutions de recyclage par dépolymérisation. Voilà. Ça serait réintégré ou en masse balance quand tu parles de ces ségrégés ou... Alors, c'est un peu technique, je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce détail-là. L'idée, c'est surtout de se dire que la dépolymérisation, les 30%, ça nous permettra à terme d'obtenir un PET équivalent vierge et donc toujours d'être dans cette infinité de cycles. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier, c'est important de préciser ça, et c'est pour ça que je voulais préciser ça, que le recyclage, de toute façon, à un moment, dégrade légèrement la qualité de la matière, et de toute façon, on n'obtient pas 100%. Dans tout process de recyclage, quel qu'il soit. C'est pour ça que je posais ce type de questions. Arnaud, vous vouliez réagir? Oui, juste rapidement sur... effectivement, on n'est jamais à 100% parce que comme toute technologie industrielle, il y a ce qu'on appelle des pertes. Alors ça, c'est un point que je voulais évoquer, parce qu'on parle souvent de pertes parce qu'on on réfléchit au niveau de l'usine, que c'est de la matière qu'on n'utilise pas, donc c'est de la perte pour l'industriel. Mais ce que nous, on a, et en connaissance sur nos unités de recyclage, ce qu'on a en perte absolue, effective de matière, c'est même pas 1%. C'est-à-dire qu'il y a véritablement à peu près 5% de PET aujourd'hui qu'on ne sait pas réutiliser, qui est en nouvelle bouteille, qui est du fait des technologies de recyclage. C'est-à-dire que soit la paillette elle est trop petite, soit elle est trop grande, soit on a un problème de viscosité. Enfin, il y a un tri qui est fait au niveau de l'usine de recyclage qui est très très poussé, pour vraiment avoir la meilleure qualité en sortie de process. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même en recyclage mécanique, on a des indices de viscosité, c'est un petit peu technique, mais c'est des indices qui sont équivalents aux indices du vierge. Donc on a vraiment une qualité du RPET qui est très performante, qui le sera encore plus demain avec les avancées technologiques. Il y aura effectivement une corrélation à faire avec la dépolymérisation et les autres technologies de recyclage pour aller plus loin et faire mieux, notamment sur le bouchon, sur le PEHD. Mais ce qu'on perd, c'est vraiment très minime, et ça, c'est un point que je voulais évoquer, parce que souvent, on va entendre 20-30% de pertes au recyclage. C'est pour ça que je vous pousse. Mais même si c'est technique, oui. D'abord, on a des techniciens dans la salle, on est au salon de l'emballage, et je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs emballage. Et comme on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, c'est pour ça, vous pouvez y aller et dire les... Sur les 20-30% qu'on évoque en perte, il y a le bouchon et l'étiquette. Et c'est pas du PET, donc on risquait pas de les faire rentrer dans le processus. Donc là, on a à peu près 15 à 20% du poids de l'emballage. Ensuite, il y a l'humidité qui fait à peu près 5%. Et donc, on a les fameux 5% de PET qu'on ne sait pas aujourd'hui faire rentrer. Et c'est là où, par exemple, chez Alma, on travaille notamment avec des partenaires en recyclage chimique, alors au sens large, parce qu'on travaille aussi avec ceux qui font de l'enzymatique. Enfin, on cherche des débouchés pour cette matière, pour qu'elle soit recyclée, si possible en contact alimentaire, et avoir le plus possible de PET qui reviennent dans nos emballages pour avoir la circularité la plus complète possible.
Merci beaucoup pour ces précisions. Donc c'est à vous maintenant, Philippe, de nous expliquer comment ça se passe du côté de chez Sliver pour mettre, j'ai presque envie de dire en pratique, ce recyclage, comment on l'améliore. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Alors juste peut-être pour revenir sur la philosophie, la vision en quelques mots. Oui. Au niveau de Sliver, notre idée c'est tout d'abord d'accompagner les marques dans la transition écologique et de mettre en œuvre des solutions qui vont favoriser la captation de matières vierges. Sachant qu'on travaille avec beaucoup de marques sur beaucoup de marchés, et on peut aussi bien avoir affaire à des emballages primaires qui peuvent être en PET, en PET teinté, en HDPE, en verre, en carton, etc. Donc le point de départ est de toujours développer une solution, si possible close loop, mais qui va permettre de favoriser la captation de la matière première, parce que si vous prenez les exemples qui sont devant vous, le sleeve finalement va peser que 1 gramme, 2 grammes peut-être, alors que le poids de la bouteille, même si elle est allégée, va peser 10, 15, 20 grammes. Donc l'objectif est vraiment de développer des solutions qui sont adaptées à chaque emballage primaire, avec l'objectif de développer, si possible, une solution close loop. C'est ce que vous avez sur les bouteilles de PET transparentes, ou sur des solutions open loop, et c'est ce qu'on retrouve sur les 2 produits, le produit qui est au centre, qui est le produit LPPE, dont on reparlera peut-être plus tard. L'idée, c'est par rapport, par exemple, au changement de couleur qu'évoquait tout à l'heure Arnaud, c'est de continuer à donner une couleur à la bouteille, mais d'en faire, in fine, un déchet recyclable cristal de bonne qualité. C'est de continuer à pouvoir, j'irais, faire du marketing, faire du décor, sans dégrader la qualité de la matière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le côté un petit peu génial et magique du sleeve, c'est que finalement la matière vierge, à savoir la bouteille, va pouvoir rester intacte. Mais si vous souhaitez mettre de la communication, mettre du marketing, teinter une bouteille, porter de l'information ou avoir une bouteille qui soit fonctionnelle et lui apporter une propriété barrière, et en fait c'est le sleeve qui va porter toutes ces différentes dimensions et va in fine être séparé de l'emballage primaire qui va pouvoir être récupéré. Et l'autre point que je voudrais rajouter concernant Sliver, nous on a investi déjà plus de 25 millions pour développer des produits qui vont dans le sens de la transition écologique. Et ce n'est pas une légitimité récente, puisqu'on a commencé il y a plus de 15 ans à développer des produits. On sait également que ça prend beaucoup de temps. Et on pense également non seulement aux produits qui rentrent dans des filières plus ou moins bien organisées, plus ou moins bien développées, mais on pense, et je pense qu'on en parlera un petit peu après, à tous ces produits qui échappent aux filières de recyclage et sur lesquels on peut apporter des solutions en termes de conception et de fin de vie. Est-ce qu'on parle du justement? Oui, justement, parce que le rapprochement entre cette histoire du bouchon solidaire qui a largement fait parler quand Cristalline l'a lancé. Moi, j'ai cru que ça... Je ne sais pas combien de nez se sont cassés, mais apparemment, c'était une arme de destruction massive, quand on voit... Et pourtant, qui est une nécessité, puisque ça a évité les fuites de bouchons. Moi qui fais des sessions de nettoyage de mes pistes de ski tous les ans. Écoutez, avant le bouchon attaché, on trouvait des bouchons. Maintenant, on ne trouve plus de bouchons. Par contre, ce qu'on trouve encore, c'est des petits déchets de plastique, les petites languettes qui vont être enlevées alors je ne veux pas citer de marque, mais de petits goûters ou même les sportifs là, pour garder la performance qui ouvre avec la bouche en courant leur truc.
qu'il relâche comme ça. Donc on en a quelques-unes. Et je trouve que oui, effectivement, c'est de pouvoir aussi assumer qu'un certain nombre de déchets d'emballage ne sont pas sont recyclables dans la théorie, ce que je disais tout à l'heure, mais dans la pratique, pas du tout, puisque dans la pratique, ils échappent, ils passent dans les macs des filets d'étromel, le tamis dans les centres de tri, et je trouve que la Sliver, c'est ça dont vous voulez parler, a fait quelque chose d'intéressant et a eu, je crois, un Oscar de l'emballage avec Carbios, donc on parlait de recyclage et de... Est-ce qu'on peut parler de ce déchet, de ce côté assumé qu'à un moment, un emballage ne pourra pas être recyclé? Alors oui, bien sûr. Donc ce produit Silcap One Go, qu'est-ce que c'est? C'est le premier produit biodégradable home compost au monde. Donc on est très content de présenter ce produit qui a été primé aux Oscars de l'emballage le lundi. C'est le fruit d'une collaboration entre Sliver et Carbios, 4 ans de travail qui ont abouti. 3 idées maîtresses derrière ce développement. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, l'idée d'avoir un petit peu de courage et considérer que ces petits produits donc, qui ont une taille inférieure à 60 mm, ça valait le coup également de s'en occuper. Et tous les mascaras et tous ces petits produits qui intéressent pas grand monde, mais qu'on voit un petit peu de partout. Et l'idée de mettre un petit peu de temps et bien sûr un petit peu d'argent pour développer une vraie solution est quelque chose qui avait de la valeur. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, la deuxième idée, c'est qu'avec ce produit-là, on a une amélioration de l'empreinte carbone de 70% par rapport à un produit, un thermocap qui serait en PET ou en PVC. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que imaginez que le produit que vous voyez à l'écran, si vous le mettez dans votre home compost, en 6 mois, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous avez un retour à de l'acide lactique qu'on a tous dans notre corps. Si je détaille les choses, finalement, donc Silcap One Go, c'est un concept de témoin d'effraction constitué de 2 parties distinctes. Ah oui, tout à fait. Donc le premier étage de la fusée, c'est que en fait le sleeve va intégrer des enzymes qui ont été inventées, développées par Carbios. Et ces enzymes-là ont pour objectif de dégrader un produit PLA première génération. Et si les 4 conditions suivantes sont réunies, à savoir un pH basique, des conditions de température, la présence de micro-organismes et des conditions d'humidité, à ce moment-là, vous avez une biodégradation du produit en l'espace de 6 mois. D'accord. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire au bouchon solidaire, c'est que la gestuelle d'ouverture de ce type de petits produits, c'était en général arracher une languette et donc en faire finalement 2 déchets d'emballage, un micro-déchet d'emballage qui était la languette, qui ne sera jamais capté, qui a de fortes chances de fuiter, parce que si vous visitez des centres de tri, ou même où j'ai été même autour même des usines comme Plastipac ou comme les vôtres, c'est pas un secret qu'il envole un petit peu tout autour, parce que le vent, il s'arrête pas forcément, en tout cas. Dans mon site-home, je le vois régulièrement, et c'était de se dire de rendre solidaire c'est indissociable, là. Et d'avoir in fine plus qu'un seul déchet, parce que ça s'ouvre d'un seul coup et la languette d'ouverture ne s'en va pas, et aussi de se dire que finalement ce déchet il est tellement petit pour être capté qu'il valait mieux qu'il soit dans ce cas-là compostable que recyclable. Voilà, c'était un petit peu... Et c'est pour ça que j'ai mis autour, parce que c'était intéressant d'avoir aussi ce type de point de vue. Et donc le Silcap One Go, vous disiez qu'il s'intègre facilement aussi sur les lignes de conditionnement existantes et ça reste compatible avec les équipements de pose et de rétractation, en tout cas dans toute la ligne. Oui, tout à fait. Donc le Silcap One Go, il peut se présenter sous forme préformée ou pas préformée, et il s'intègre dans des lignes existantes.
Vous voyez la petite bande verticale verte, Oui. c'est elle qui correspond au système d'ouverture. Et c'est là où on a imaginé un nouveau rituel de consommation et d'ouverture pour, comme le disait justement Fabrice, on est entre les mains plus qu'un seul morceau et non pas deux morceaux, dont un tout petit dont on ne savait pas quoi faire ou qui pouvait se disperser assez facilement. Alors, donc on a une révolution qui se situe à la fois au niveau des enzymes embarquées et puis un système d'ouverture en un seul geste, d'où le nom du produit OneGo. Merci pour cette présentation. Arnaud, du côté de chez Alma, il y a vraiment une priorité à l'éco-conception. Oui, c'est un petit peu ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Nous, on a vraiment axé notre stratégie sur le recyclage parce qu'on avait cette connaissance-là de comment fonctionne une unité de recyclage et quels étaient les besoins pour créer la circularité de l'emballage. Mais il y a le premier aspect qui était et qui est toujours et qui est un des aspects prioritaires fixés au niveau européen et maintenant aussi par nos partenaires économiques, qui est la décarbonation et tendre vers cette neutralité carbone. Donc pour ça, ça passe par la réduction de la matière vierge. Donc nous, on a fait l'allègement des emballages cumulé à la réincorporation de matières recyclées. On a par exemple, c'est tout bête, hein, mais on a réduit la taille des étiquettes. Alors aujourd'hui, on nous demande avec les Nutri-Score, Planet Score et compagnie de mettre de plus en plus de choses sur les étiquettes. Donc on va peut-être devoir les réaugmenter un tout petit peu, mais c'est vraiment cette réflexion-là sur chaque composante de l'emballage, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, et d'essayer de vraiment jouer sur chacun des aspects. Alors nous, on a cette possibilité-là sur notre filière des eaux minérales et des eaux de source de pouvoir alléger drastiquement les emballages. L'idée, c'est de continuer et d'aller plus loin, parce qu'on sait qu'au niveau des analyses de cycle de vie, l'emballage qu'on utilise sera le plus performant si on est en dessous de ratio à 25 grammes de PET. Qu'aujourd'hui, chez Alma, on est en moyenne à 20-22 grammes. Sur cristalline, par exemple, c'est 14 grammes. Donc on est largement inférieur à ces ratios de bascule par rapport à du réemploi, par rapport à d'autres emballages type canettes et autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les développe pas, puisqu'on a des usages sur nos boissons, sur les eaux gazeuses, sur certains circuits de distribution comme le CHR où on ne peut pas toujours faire du PET. Donc là-dessus, on développe aussi un petit peu de réemploi et d'emballage alternatif comme les canettes. Alors le sujet qui divise un petit peu, en tout cas le sujet d'actualité, c'est, vous l'avez dit, donc on est globalement équipé pour recycler. Alma, Coca-Cola. Comment on fait pour réellement monter parce que vous manquez de matière, donc ça veut dire qu'à un moment, il faut capter plus. Et ben, on augmente la collecte. On augmente la collecte, voilà. Alors c'est le sujet qui... En termes de collecte. Parler Olivier. Alors, aujourd'hui, si on veut vraiment rentrer dans le principe vertueux de l'économie circulaire, il faut qu'on tende vers 100% de collecte sur l'ensemble des matériaux. Absolument. Si je vous donne aujourd'hui les deux matériaux qui nous animent chez Coca-Cola, ces bouteilles en PET et les canettes en alu, il y en a d'autres, mais c'est surtout ces deux-là qui sont très très importants. Et je vous donne deux chiffres qui sont publics, qui sont ceux de Citeo, ceux de l'ADEME. 60% des bouteilles en PET sont collectées via le bac jaune pour être recyclées. 37% des canettes en alu collectées pour être recyclées. Donc ça veut dire que si vous faites la différence, il y en a le delta par rapport à 100% qui finissent dans le bac gris, toujours un peu en déchets sauvages, toujours trop, mais tout ce qui finit dans le bac gris finit soit en incinération, soit en enfouissement. Donc ça veut dire qu'on va détruire de la valeur, détruire de la matière, donc économiquement, c'est un non-sens absolu, et écologiquement, j'en parle pas. Donc on a vraiment cet enjeu d'accroître les performances. Alors aujourd'hui, je pense qu'après tu parles des différents leviers, moi je vais parler de celui auquel on croit chez Coca-Cola. On a regardé ce qui se passe dans les autres marchés. Si on va en Allemagne, si on va en Norvège, en Suède, en Estonie, dans pas mal de pays, ils ont mis en place, depuis de très nombreuses années, le principe de la consigne. Donc la consigne vraiment appliquée aux emballages à usage unique, donc bouteilles en plastique et ou canettes selon les marchés. Le principe est somme toute très très simple, c'est un principe de consigne de base. C'est je vends mon emballage, une bouteille en plastique ou une canette, et je lui ajoute un montant de consigne, 10, 15, 20 centimes au choix selon le pays.
Et en fait, le consommateur, de fait, va être motivé pour rapporter et récupérer son montant de consigne. Ce qui fait que les performances de collecte augmentent de fait extrêmement fort. Et donc, en France, on est convaincu que la mise en place de la consigne pour recyclage, mais aussi en complémentarité avec la consigne pour réemploi, donc ce que j'appelle sur ma slide la consigne mixte, est la bonne solution pour rentrer vraiment dans ce côté très vertueux de l'économie circulaire. Et il ne faut pas non plus oublier que réglementairement parlant, quand bien même le texte PPWR n'est pas encore totalement finalisé, mais dans l'état actuel du texte, il est quand même fait écho, il est quand même fait référence à la mise en œuvre dans les 27 États membres qui ne seraient pas sur les bonnes trajectoires de collecte des bouteilles en plastique de la consigne pour recyclage à partir de 2029. Donc, soit on trouve collectivement d'autres leviers pour tendre vers les obligations légales. Il y a quand même des obligations légales de 90% de collecte en 2029. Soit on trouve d'autres leviers, mais jusqu'à preuve du contraire, il y en a quand même un certain nombre qui ont été mis en œuvre. La tarification incitative, la gratification, plus de bacs jaunes, plus de sensibilisation du conso. Et on est quand même sur des plafonds de performance. Donc voilà, donc chez Coca-Cola, on est très pragmatique. On veut que nos bouteilles redeviennent des bouteilles ou que la bouteille de Coca redevienne une bouteille de cristalline ou vice-versa, parce que c'est la même matière. Et il faut qu'on rentre dans ce côté vertueux économiquement et vertueux écologiquement à la fois, et aussi pour le déchet sauvage. Tous les pays qui ont mis en œuvre la consigne ont diminué ou quasiment annihilé le déchet sauvage. Et donc ça, c'est intéressant pour la planète, mais c'est aussi intéressant côté collectivité locale. En termes de nettoiement, c'est toujours plus intéressant. Moi, j'avais pas beaucoup de... Je te rassure, en nettoyant, on a... Allez, sur 250 kilos, on avait dû avoir une canette, je ne te dirai pas la couleur, sinon ça te ferait rougir, et une ou deux bouteilles, notamment en verre. Arnaud, vous, chez Alma, on l'a montré tout à l'heure, vous avez, parce qu'on a parlé de gratification, de tarification incitative, est-ce que tu peux développer là-dessus? Parce que je pense que là, pour le coup, tout le monde ne connaît pas le... Oui, notamment sur les actes d'amélioration de la collecte. Oui. Vous êtes très axé là-dessus. Oui, nous, on a développé des machines de collecte qui sont placées dans les hypermarchés et supermarchés, donc qui fonctionnent par un système de gratification, c'est-à-dire que vous ramenez votre bouteille et le magasin vous rétribue d'1 ou 2 centimes par bouteille que vous pouvez ensuite dépenser en bon d'achat dans votre magasin. Ce partenariat-là a commencé. La seule enseigne qui a été assez folle pour nous suivre là-dessus en 2014, ça a été Auchan. C'est notre partenaire historique et principal avec qui on a développé ce système-là. Mais ça compte aujourd'hui très très peu dans l'approvisionnement de nos usines de recyclage. C'est vraiment plus pour nous une façon de communiquer avec nos consommateurs qui est très pédagogique pour leur dire ayez confiance dans le système de recyclage de la bouteille, puisque des émissions ces dernières années parlaient de recyclage en fumage. Il faut faire très attention entre la réalité, entre tous les différents plastiques. Aujourd'hui, la bouteille, on a les capacités en France de recycler la totalité des tonnages qui sont mis en marché. Le véritable écueil, ce que disait Olivier, c'est la collecte. Aujourd'hui, on en collecte trop, on les collecte, mais trop dans le bac gris. Ce qui est quand même une aberration. Donc, il faut arriver à réorienter ce flux pour qu'il soit mieux collecté. Alors nous, on a regardé, on a une croyance moins forte dans la consigne. On voit que ça marche, que ça peut marcher. Mais on est plus modéré par rapport à la situation française où... La situation est moins évidente. La plupart des pays qui ont passé la consigne avaient des taux de collecte à l'époque inférieurs à 20%. Nous, on a regardé d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, qui ont des systèmes alternatifs avec de la tarification incitative. On voit que la France est un très grand pays, beaucoup d'habitants, une grande consommation. On voit de la disparité entre les territoires. Certains territoires sont déjà à plus de 80% de collecte de bouteilles, quasiment 90% pour certains. Donc il y a cette disparité très très forte, essentiellement dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, qui représentent une somme importante des gisements, mais moins de 40% de collecte. Donc le trou dans la raquette, il est un peu ici, mais ils ont des problématiques qui sont essentiellement liées à la densité de l'habitat, au côté vertical, et donc peu de facilité d'accès à des bacs jaunes, en tout cas des bacs jaunes
rapidement remplis du fait des grandes habitations. Donc, on voit aussi que la tarification incitative, là où elle a été mise en place, que ça n'a jamais été mis en place à l'échelle française, au niveau national, là où elle a été mise en place, ça a fonctionné. C'est la plupart d'ailleurs des régions qui sont aujourd'hui au taux de collecte, en tout cas sur les trajectoires attendues. Donc, nous, on est mesurés, on a l'impératif qu'il faut aller vite. Le 90% 2029, il est là. Le 77% 2025, c'est demain. Donc, pour nous, l'idée, c'est d'aller vite, respecter les objectifs réglementaires et trouver surtout le système qui sera le plus pertinent et le plus performant par rapport au marché français, et notamment pour maîtriser la compétitivité prix qui, pour nous, chez Cristalline et chez Source Alma, est très importante sur nos produits. On va passer aux questions, mais Philippe, je voudrais avoir avant tout votre regard sur ces enjeux en termes de recyclage, collecte, peut-être un mot, votre vision aussi sur les perspectives. Au niveau de Sliver, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, notre ambition, c'est de travailler avec les marques et permettre aux marques d'augmenter la collecte. Permettre aux marques de préserver l'emballage primaire, de préserver la bouteille PET, parce que finalement, avec le sleeve, on va pouvoir intégrer tout ce que la bouteille ne portera plus. Ça peut être de la fonctionnalité barrière, ça peut être une bouteille laquée, ça peut être une bouteille sérigraphiée. Et comme tout va se retrouver sur le sleeve et que le sleeve va finalement permettre à la bouteille verre ou plastique d'être nue et recyclée, c'est là où le sleeve va dans le sens des programmes qui sont développés ou des ambitions qui sont développées par Alma et par Coca-Cola. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Oui, alors, je vais vous demander de vous lever, on vous apporte le micro. Alors, j'en ai pas d'autres, donc on va vous en donner un, voilà, ici. Et je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour, Marion Calmels de chez Foss Plus, donc qui est un éco-organisme belge qui s'occupe des emballages ménagers. Et j'ai une question, c'est surtout pour Sliver, parce que c'est vrai qu'il y a l'avantage de pouvoir avoir une bouteille du coup transparente ou faite avec du contenu recyclé, mais aujourd'hui ça nous pose quand même un peu des problèmes au niveau du tri, puisque le tri est fait par infrarouge et que si on a par exemple une bouteille en PE avec un sleeve par exemple en PET, ça va potentiellement poser des problèmes. Et on a vu que la perforation, c'était pas vraiment une solution parce que les consommateurs sont pas forcément, même si c'est écrit dessus, vont pas forcément retirer le sleeve. Et donc je me demandais comment vous voyez l'avenir du sleeve vis-à-vis du recyclage. Il y avait une slide avec des innovations, mais voilà, si peut-être vous avez... C'est vrai que je suis allé un petit peu vite sur le slide avec les innovations, mais la question est bonne. D'abord, en ce qui concerne la perforation, même si elle présente l'avantage de pouvoir échapper momentanément à des malus, c'est pas une fin en soi, et on sait tous très bien que le pourcentage de consommateurs qui enlèvent le sleeve est marginal. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Le point le plus important, c'est plutôt le premier que vous évoquez, à savoir si on met un sleeve PET sur une bouteille HDPE ou qu'est-ce qui va se passer dans les machines de tri NIR. Donc la réponse que nous on apporte, c'est que pour chaque emballage primaire, on va développer un sleeve qui va permettre à la bouteille de rester dans le flux principal. Donc quand vous avez vu tout à l'heure le slide sur une bouteille PET, on a un produit LDPET qui, parce qu'il a une signature PET, va permettre à la bouteille de ne pas être éjectée dans les machines de tri et va rester dans le flux principal. De la même manière pour la bouteille HDPE, le sleeve qui a une signature PE va permettre à la bouteille de ne pas être éjectée, de rester dans le flux PE. Pour le verre, c'est un petit peu différent, mais là, on sait que dans le verre, le sleeve, avec des procédés d'élutriation, va être écarté du circuit. Et l'autre avantage du sleeve, qui est une étiquette, parce que quand on parle de sleeve, il faut élargir le débat et considérer que le sleeve est une étiquette
avec une capacité à être en 360 degrés et habiller la totalité d'une forme. Mais le gros avantage en termes de recyclabilité du sleeve, ou l'autre gros avantage, c'est qu'il n'intègre pas de colle, ce qui est le cas pour la plupart des étiquettes ou la totalité des étiquettes. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Bonjour, Benoît Toski à Coton. Je m'adresse à Fabrice en tant qu'élu. J'ai bien compris que tu étais élu. Pourquoi on a une telle levée de bouclier sur la consigne pour recyclage, alors qu'on voit que ça fait des années qu'on nous dit ça doit grimper, ça stagne. On voit que c'est la solution. 2029 arrive. Est-ce qu'il ne faut pas s'y préparer plutôt que se le faire imposer? Alors, Olivier le sait, je ne partage pas en tant qu'élu local et en tant que membre du bureau de mon CITOM. Donc je sais exactement ce qui se passe sur le terrain et je ne partage pas l'idée, parce que je le vois, je le contrôle, qu'il y a beaucoup de bouteilles en PET dans notre bac gris. Nous sommes en Moloch, c'est des rapports volontaires. Je vis dans un village qui est magnifique, en Haute-Savoie, et puisqu'il est magnifique, toute l'année, il y a 2500 habitants, sauf qu'on passe à 13 000 habitants entre Noël et le jour de l'an, 13 000 habitants pendant un mois et demi en février et 13 000 habitants pendant un mois et demi en été. Donc on a beaucoup. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de bouteilles, par exemple d'eau, de soft, sont achetées en GMS, donc comptabilisées dans les, les emballages domicile, mais consommées à l'extérieur parce qu'il fait beau, parce que la station de ski elle est en haut, et qu'on a déjà un enjeu, nous, capital, la première chose, de collecte de ces déchets d'emballage hors domicile. C'est pour ça qu'on a travaillé à revoir tout notre circuit de poubelles double flux, triple flux dans le village, dans la station, pour récupérer ces déchets. C'est pas une part, c'est pas une petite part, parce que je vous inviterai à venir l'été ou l'hiver, regarder ce qu'il y a dans nos poubelles extérieures. Il y en a énormément. Et celles-là, on les récupère, on les réintègre dans le... Et ça, il faut les collecter. Alors, c'est vrai que la consigne ferait que les gens, ils les ramèneraient à un point. Le deuxième sujet que l'on a, c'est, et là, je pose la question à nos amis, c'est, nous, on est équipés, on fait énormément de communication, et un CITOM n'est pas là pour gagner de l'argent. Il est là pour équilibrer les comptes, et quand le compte n'est pas équilibré, il augmente la taxe d'ordures ménagères à ses citoyens. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos deux premières sources de revenus dans notre CITOM des Vallées du Mont-Blanc, c'est l'énergie, la récupération en énergie dans notre incinérateur, et c'est la vente des bouteilles en PET, avant la vente des bouteilles en verre. C'est nos premières sources de revenus et qui nous permet finalement de moins taxer nos citoyens. Si j'en ai moins, donc moi j'ai envie d'en avoir plus, parce que si j'en ai moins, je taxe plus. Et donc dans mon carrefour de Salanches, le carrefour qui est en bas, moi j'habite en haut, mais peu importe, il y a effectivement une magnifique station de récupération des bouteilles en PET, mais nous on ne sait pas où elles vont, ces bouteilles. On ne sait pas à qui elles profitent. En tout cas, c'est certain. Et moi, au contraire, je suis complètement d'accord pour les récupérer, mais j'ai presque envie de dire, en tant que membre de bureau du CITOM, c'est des bouteilles qui me sont un peu volées. Parce que, j'ai fait payer mes citoyens toute l'infrastructure pour récupérer. Je leur fais payer une taxe d'ordures ménagères. Ils payent une contribution Citeo, et s'ils me ramènent des bouteilles, en fait, eh ben, ils ont moins à payer. Donc à un moment, et c'est ça qui irrite aujourd'hui un petit peu les élus locaux, c'est de dire, nous, on est complètement d'accord sur les tarifications incitatives, etc. On est d'accord, mais où vont ces bouteilles? Est-ce que ces bouteilles sont restituées à la collectivité locale, qui, auquel cas, alors elles peuvent être moins chères, mais auquel cas va
ça va être une source de revenus qui va participer à diminuer la taxe d'ordures ménagères, ou est-ce qu'on laisse aux collectivités locales, en fait, que les emballages un peu pourris qui rapportent pas grand-chose, parce que je le dis comme je le pense, comme je le vois, si vous voulez, c'est-à-dire les trucs, bon, ben, ça rapporte pas grand-chose, donc on va vous les laisser. Voilà, et c'est ça aussi qu'il faut que nous arrivions à craquer ensemble, c'est-à-dire à se dire, oui, mais nous, c'est tout un équilibre. On a, nous aussi, cet équilibre, et il ne faudrait pas que le citoyen paye deux fois. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il ne faut pas qu'il paye deux fois. Et il ne faut pas que la collectivité paye deux fois. La collectivité, elle n'est pas là uniquement pour ramasser les crottes de chiens. Voilà. Voilà mon point de vue d'élu. Et tu sais, puisque Benoît m'a posé, on en a parlé, c'est mon grand paradoxe, parce que vous savez que depuis des années, je n'ai pas à montrer que je suis un pro du recyclage, du réemploi et de ces trucs, mais d'un autre côté, je travaille aussi pour l'intérêt public. Et je travaille pour voilà, je suis bénévole, membre du bureau d'un CITOM, élu local, ça ne me rapporte pas un rond, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais que, in fine, la personne qui donne, qui va ramener cette bouteille, il faut qu'elle soit aussi rétribuée. Alors, évidemment, tu payes une consigne, on te ramène ta consigne, quoi de plus normal? Tu as payé, on te la ramène. Mais quand même, on ne paye pas le geste, quoi. On ne paye pas la... Je suis désolée, je suis gardienne du temps. Hein. On peut continuer, hein, mais je pense qu'on peut surtout les applaudir, hein, parce que franchement, on sent quand même l'engouement, l'engagement. Hein. Merci.